Une vie marquée par la tragédie, le mystère et de profondes luttes. Voici l'histoire de Barbara, une chanteuse française à la voix pure comme du cristal, dont la présence captivante a laissé une empreinte indélébile dans le monde. Avec sa tenue noire emblématique, elle a créé une persona qui reflétait à la fois sa douleur et son génie artistique. Un voyage de triomphes et de peines, où sa musique parlait au plus profond de son âme. Rejoignez-nous pour découvrir la vie et la mort d'une femme devenue une légende malgré l'obscurité qui l'entourait. De la traumatisme de l'enfance à la découverte artistique. Monique Cerf, connue sous le nom de Barbara, est née en 1930 à Paris, à quelques pas du square des Batignolles. Elle était le deuxième enfant d'une famille de 4. Fille de Jacques Cerf, un commerçant juif alsacien de fourrure, et d'Esther Brodsky, également juive et originaire de Tiraspol en Moldavie, les premières années de Barbara furent marquées par la pauvreté et un bouleversement constant. Élevée dans le quartier animé des Batignolles, elle passa une grande partie de son enfance en compagnie de sa grand-mère maternelle, Hava Pustilnikov, émigrée d'Ukraine, et de son frère aîné, Jean. En 1938, la famille déménagea à Roanne, puis en 1941, à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, où naquit le frère cadet de Barbara, Claude. Pour échapper aux forces allemandes, la famille Cerf fut contrainte de se déplacer d'un abri temporaire à un autre. L'enfance de Barbara devint floue, mêlée de refuges cachés et d'hôtels, jusqu'à ce que la famille trouve refuge dans le village de Préau, dans l'Indre, grâce à l'aide du chef d'orchestre Jean-Paul Penin. La famille se réfugia également à Saint-Marcellin, en Isère, avant de s'installer définitivement dans une pension à Vézinay, après la fin de la guerre. Tragiquement, le traumatisme de Barbara ne se limitait pas aux turbulences extérieures de la guerre. En 1941, à l'âge de 10 ans, elle fut victime des abus horribles de son père. Dans ses mémoires, elle raconte « Un soir à Tarbes, mon monde s'est effondré dans l'horreur. » Les abus se poursuivirent tout au long de son enfance, mais les pleurs de Barbara restèrent sans réponse. En 1949, son père abandonna la famille, mettant fin à la violence, bien que les cicatrices demeurassent. Après la guerre, Barbara et sa famille déménagèrent dans une nouvelle maison à Vézinay, où elle commença à étudier le chant et le piano avec un professeur local. C'est à cette époque qu'elle fit sa rencontre avec la musique qui allait façonner son avenir, notamment les œuvres d'Édith Piaf. Le désir de devenir chanteuse naquit alors, et le parcours artistique de Barbara commença à se dessiner. En 1947, elle fut admise au prestigieux Conservatoire de Paris, où elle étudia les œuvres de compositeurs comme Debussy et Schumann. Malgré sa formation classique, Barbara se sentit contrainte par la rigueur du programme. Elle se tourna alors vers la musique populaire et, dès 1948, elle quitta le conservatoire pour se lancer dans une carrière de cabaret. Bien qu'elle commençât en tant que choriste dans l'opérette Violettes impériales, elle se désillusionna rapidement du monde du théâtre et décida de tenter sa chance dans les cabarets parisiens. Cependant, ses premiers essais de performance furent un échec, et ce n'est qu'en 1949 que Barbara commença réellement à se faire un nom dans la communauté artistique. Pendant cette période, elle rencontra les frères Prévert qui, bien qu'incapables de lui offrir un rôle de scène, lui donnèrent un emploi de plongeuse au cabaret La Fontaine des 4 saisons. C'est ici qu'elle observa de près la scène artistique parisienne, rencontrant des figures comme Boris Vian et Mouloudji. Malgré ses débuts modestes, le talent de Barbara ne passa pas inaperçu, et elle commença à développer son propre style distinctif. En 1950, Barbara s'installa en Belgique, où elle passa 2 ans à vivre au sein d'une communauté d'artistes à Charleroi. C'est là qu'elle commença à se produire régulièrement dans des cabarets locaux, adoptant le nom de scène de Barbara Brody. Son répertoire était principalement composé de chansons de Piaf, Marianne Oswald et Juliette Gréco. Pourtant, malgré ses efforts, ses performances furent accueillies avec indifférence, voire moquerie.
Cependant, sa persévérance la conduisit à une rencontre décisive avec Jacques Brel, un artiste en difficulté qui reconnut son potentiel et devint un ami pour la vie. C'est Brel qui encouragea Barbara à commencer à écrire ses propres chansons, et il fut le premier à entendre ses compositions originales. La foi de Brel en son talent donna à Barbara la confiance nécessaire pour poursuivre ses rêves, et leur amitié deviendrait l'un des piliers de sa carrière. En 1952, Barbara retourna à Paris et commença à se produire sous le nom de Barbara, un nom qui allait devenir synonyme de la musique mélancolique et poignante qu'elle allait bientôt créer. Elle se produisit au cabaret Cheval Blanc, où elle commença à perfectionner son art et à développer sa persona de dame en noir, une figure drapée dans un châle noir, jouant du piano et chantant d'une voix à la fois puissante et vulnérable. C'est là que le passé tragique de Barbara commença à se fusionner avec son identité artistique, créant un son unique et profondément émotionnel qui résonnait avec le public. Évolution artistique dans les années 1960. Le parcours de Barbara dans les années 1960 a été marqué à la fois par des tragédies personnelles et une profonde évolution artistique, alliant son ascension professionnelle à de profondes épreuves émotionnelles. Ses premières années en tant qu'artiste à Paris ont été façonnées par la perte de son père et les tourments de sa vie familiale qui ont fortement influencé sa musique et ses paroles. En 1960, elle sort son premier album, Barbara chante Georges Brassens, qui lui vaut le prestigieux prix de l'Académie du disque français. Mais c'est sa rencontre avec Louis Hazan, le directeur de Philips, qui a véritablement catalysé sa carrière. En 1963, Barbara publie Barbara chante, Barbara, un album qui contient certains de ses titres les plus emblématiques comme Au bois de Saint-Amand et Nantes. Cela marque le début d'une nouvelle phase dans sa carrière, avec Barbara qui passe du circuit intime des cabarets à des lieux plus grands et prestigieux. Elle commence à se produire en première partie de Georges Brassens et Serge Gainsbourg, avant de devenir tête d'affiche dans des salles comme Bobino où elle devient une star. Sa performance à Bobino en septembre 1965 a été particulièrement émotive. Submergée par la réponse du public qui lui jetait des roses à ses pieds, Barbara écrit « Ma plus belle histoire d'amour » comme une lettre d'amour au public. Ce morceau devient emblématique de sa relation avec ses spectateurs et est inclus dans son album de 1967 du même nom. Durant cette période, Barbara élargit aussi sa carrière à l'international, se produisant à Milan, Bruxelles et au Canada, et continue de façonner sa persona d'interprète profondément émotive et poétique. Cependant, tout n'a pas été facile. En 1959, Barbara apprend la nouvelle dévastatrice que son père est mourant. Elle se précipite à Nantes pour être à ses côtés, mais arrive trop tard. Sa réaction en voyant son corps fut un mélange de terreur, de haine et d'un profond désespoir. Elle commence à écrire Nantes presque immédiatement après ses funérailles, une chanson qui incarnera sa capacité à transformer la douleur personnelle en un art puissant. Le morceau est terminé 4 ans plus tard, juste avant sa performance au Théâtre des Capucines en novembre 1963, et il deviendra l'une de ses compositions les plus appréciées. Malgré son succès croissant, le fardeau émotionnel sur Barbara est indéniable. La mort de sa mère en 1967 ajoute une autre couche de tristesse. Barbara, qui vivait dans un petit appartement au 14 rue de Rémusat depuis 1961, quitte l'immeuble après le décès de sa mère. Cette perte la frappe profondément et inspirera plus tard la chanson Rémusat, écrite en 1972. Ces tragédies personnelles se reflètent dans sa musique, qui devient plus mélancolique et introspective, avec des chansons comme Au cœur de la nuit, écrite juste avant la sortie de l'Aigle noir, abordant les thèmes de la mort et des sentiments non résolus. En 1964, la célébrité grandissante de Barbara est confirmée avec la sortie de Barbara chante Barbara, qui est acclamée par la critique et connaît un succès commercial.
L'album remporte le prestigieux prix de l'Académie Charles Cros et la performance de Barbara à Bobino reçoit des éloges unanimes. Sa collaboration avec Georges Brassens à cette époque est particulièrement mémorable, les critiques soulignant qu'elle a failli voler la vedette à ce chanteur iconique. L'année marque aussi les débuts de Barbara sur la scène internationale, avec des performances en Allemagne, où elle débute sa chanson Göttingen, écrite dans les jardins du théâtre. La chanson devient un symbole de la réconciliation franco-allemande et Barbara recevra plus tard de nombreuses distinctions pour sa contribution à cette cause, dont l'Ordre du Mérite allemand en 1988. Malgré le succès apparent, Barbara restait hantée par ses démons personnels. En février 1969, après une série de spectacles triomphaux à l'Olympia, elle choque son public en annonçant qu'elle se retire de la scène. Elle évoque le besoin de faire une pause, mais son départ n'est pas définitif. Barbara avait l'habitude de s'éloigner des projecteurs, et bien qu'elle ait temporairement arrêté de se produire, elle reviendra sur scène après une pause de 3 ans, réaffirmant sa relation complexe avec la célébrité et son propre parcours émotionnel. Révéler la douleur cachée derrière la chanson iconique L'Aigle Noir. 1 an plus tard, elle revient avec L'Aigle Noir, un autoportrait intime. Le titre est un tube de l'été 70, mais le véritable sens du texte ne sera révélé que bien plus tard. Il devient rapidement l'une des chansons françaises les plus populaires de la décennie, atteignant le sommet des charts et devenant un hymne de l'été. L'Aigle Noir apparaît sur l'album éponyme de Barbara, sorti la même année. Au départ, Barbara avait prévu que la chanson reste une expression privée de sa douleur, une réflexion personnelle qu'elle ne voulait pas partager avec le monde. Cependant, son manager a fait pression pour que la chanson soit davantage mise en avant, ce qui en fait l'une des chansons marquantes de sa carrière. Pendant de nombreuses années, les auditeurs et les critiques n'ont pas réussi à saisir la véritable profondeur du sens de la chanson, l'interprétant comme une métaphore d'un sentiment général de perte et de nostalgie. Cependant, dans ses mémoires publiées en 1998, Barbara s'est confiée sur son enfance traumatisante, révélant que l'aigle de la chanson était une métaphore des abus incestueux qu'elle avait subis de la part de son père. L'enfance de Barbara a été marquée par l'horreur. Dans son autobiographie, il y avait un piano noir. Souvenir interrompu, publié à titre posthume, elle raconte les détails de ses abus. À l'âge de 10 ans seulement, elle a été soumise aux agressions de son père dans leur maison de Tarbes, un événement qui la hantera pour le reste de sa vie. L'aigle symbolique de sa chanson, qui semblait autrefois être une figure mystique, a été plus tard compris comme représentant son père, dont les actions ont eu un impact profond et durable sur elle. Barbara avait mentionné qu'elle avait rêvé d'un aigle descendant sur elle, une image récurrente de son enfance. Ce n'est que bien plus tard qu'elle a fait le lien entre l'oiseau et son père, réalisant que l'aigle représentait le prédateur qui lui avait infligé tant de mal. Pendant des décennies, Barbara a caché au grand jour les événements traumatisants de son enfance. Sa musique lui a cependant permis d'exprimer sa douleur, bien que par des métaphores voilées que seuls ceux qui la connaissaient bien pouvaient commencer à comprendre. L'aigle noir, en particulier, se distingue comme l'expression la plus poignante et la plus révélatrice de ces expressions. La phrase « L'oiseau m'avait laissé seul avec mon chagrin » capture le profond chagrin qu'elle ressentait, un chagrin qui était le résultat d'une trahison profondément personnelle et horrible. L'oiseau, dans ce contexte, représente non seulement son tourment, mais aussi l'isolement qu'elle ressentait, ayant été laissée seule à lutter contre ce traumatisme. Ce n'est qu'en 1998, 1 an après sa mort, lorsque son autobiographie a finalement été publiée, que toute la vérité a été révélée. Barbara a révélé l'étendue de sa souffrance, expliquant comment elle avait vécu avec le terrible secret de l'inceste pendant des années sans jamais en parler. « J'ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent, il le sait.
avait-elle écrit dans ses mémoires, exprimant la peur grandissante qu'elle ressentait en tant que jeune fille. Dans ses écrits, Barbara a également avoué le profond conflit émotionnel auquel elle était confrontée. « J'ai tellement besoin de ma mère, mais comment lui parler? Que puis-je lui dire? Que je trouve le comportement de mon père étrange? Je reste silencieuse, a-t-elle admis. Ce silence, bien que douloureux, était le résultat de la manipulation émotionnelle qu'elle subissait de la part de son père, qui avait la capacité de retourner n'importe quelle situation et de lui faire sentir qu'elle était dans l'erreur. À un moment donné, Barbara avait même tenté de se confier aux autorités au sujet des abus qu'elle subissait. Lors d'un été en Bretagne, elle s'était rendue à la police pour révéler le terrible secret qu'elle portait en elle, mais son père, utilisant ses talents de manipulateur, avait réussi à les convaincre qu'elle mentait, la laissant se sentir encore plus seule et vulnérable. Barbara a décrit comment son monde a changé à jamais un soir à Tarbes, alors qu'elle n'avait que 10 ans et demi. Les enfants restent silencieux parce qu'on ne les croit pas, parce qu'on les soupçonne d'inventer des choses, parce qu'ils ont honte, se sentent coupables et craignent d'être les seuls à détenir un secret aussi terrible, a-t-elle écrit, résumant la souffrance silencieuse que tant d'enfants vivent dans des circonstances similaires. La publication de l'autobiographie de Barbara a eu un impact profond, non seulement en révélant sa tragédie personnelle, mais aussi en attirant l'attention sur le problème généralisé des abus sexuels et de l'inceste. L'année 2021 a vu un autre moment important dans ce débat en cours avec la sortie de La Familia Grande de Camille Kouchner, dans lequel Kouchner accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau. Le livre a déclenché un tollé national, démontrant que l'histoire de Barbara n'était pas isolée, mais faisait partie d'un schéma plus large de silence et de souffrance. Surmonter l'obscurité et embrasser la transformation artistique. En 1970, elle commence sa carrière théâtrale avec La Malheureuse Madame, une comédie musicale pour laquelle elle a également composé la musique. Bien que la production ait été un échec, Barbara rebondit rapidement avec la sortie de son album L'Aigle Noir, qui comportait l'un de ses plus grands succès, la chanson-titre. La brève carrière cinématographique de Barbara comprenait des rôles dans France, aux côtés de Jacques Brel et L'Oiseau rare. Bien qu'elle ait été saluée pour ses performances, c'est à travers la musique qu'elle exprimait véritablement ses émotions. Dans les années 1970, elle sortit des albums à succès tels que La Fleur d'amour, Amour incestueuse et La Louve, en collaboration avec des artistes comme William Sheller et Catherine Lara. La musique devint pour elle une issue émotionnelle, capturant ses plus profondes peines et ses espoirs. En 1973, Barbara s'installe à Précy-sur-Marne, à la recherche de paix et d'inspiration dans une ferme rustique. Elle transforma une grange en espace de répétition et trouva du réconfort dans la tranquillité des lieux, se reconnectant avec la nature. Lors de Nuits blanches, elle écrivit des chansons, dont Précy Jardin, qui apparut plus tard sur son album Seul en 1981. Mais la vie de Barbara n'était pas sans ombre. En 1974, elle fit une tentative de suicide presque fatale. Retrouvée inconsciente chez elle à Précy, elle fut transportée d'urgence à l'hôpital après une overdose de somnifères. Dans une interview ultérieure, Barbara expliqua que son intention n'avait pas été de mettre fin à sa vie, mais d'échapper à son insomnie. « Je ne voulais pas mourir, je voulais juste dormir », avait-elle déclaré. Cet épisode dévastateur la força à se retirer de la scène pendant un certain temps, suspendant ses performances et lui donnant l'espace nécessaire pour réfléchir à son avenir. Il marqua également un profond tournant dans sa musique qui commença à aborder des thèmes plus sombres et introspectifs. Sa chanson « L'homme en habit rouge » de 1974 reflétait les souvenirs compliqués et douloureux d'une relation passée avec son parolier, François Wertheimer. Malgré ses luttes personnelles, la résilience de Barbara se manifesta. Elle reprit ses performances en 1975 et commença à toucher un public plus large que jamais.
Ses concerts devinrent légendaires, culminant avec un retour triomphal à l'Olympia en 1978. Mais ce fut lors d'une série de concerts éreintants en 1981 à l'hippodrome de Pantin que la voix de Barbara, autrefois source de puissance, commença à lui faire défaut. Sa santé continua de se détériorer, mais plutôt que de cacher sa vulnérabilité, elle utilisa sa fragilité vocale pour intensifier la profondeur émotionnelle de ses performances, transformant le déclin inévitable de sa voix en un outil d'authenticité brute et dramatique. L'évolution artistique de Barbara se poursuivit au cours des années 1980, période durant laquelle elle releva de nouveaux défis. En 1985, elle coécrivit et interpréta la comédie musicale autobiographique Lily Passion, aux côtés de Gérard Depardieu. L'œuvre, bien que divisant les critiques, montra la polyvalence artistique de Barbara et sa volonté de repousser les limites. Son engagement pour des causes sociales grandit également à cette époque. Elle devint l'une des premières artistes françaises à mener une campagne publique contre l'épidémie du sida, une cause qu'elle soutint à travers sa musique et ses actions personnelles. Sa chanson « Si d'amour à mort » devint un hymne du mouvement de sensibilisation au sida, et Barbara distribua des préservatifs lors de ses concerts, rendit visite aux patients dans les hôpitaux et travailla sans relâche pour collecter des fonds pour le traitement. Une bataille entre la santé, l'art et les ombres du passé. À la fin de sa carrière, la santé de Barbara, autrefois le support de ses puissantes performances émotionnelles, commença à se détériorer rapidement. Malgré son état de plus en plus fragile, sa carrière musicale continua de briller intensément, faisant de ces dernières années une juxtaposition amère entre les louanges publiques et la souffrance privée. En 1988, elle reçut l'une des plus hautes distinctions que la France puisse offrir. Elle fut faite chevalier de la Légion d'honneur par le président François Mitterrand. Ce ne fut pas la seule reconnaissance qu'elle reçut dans ces dernières années. Les années suivantes la virent recevoir de nombreux prix prestigieux pour ses contributions à la culture française. Au début des années 1990, la santé de Barbara commença à se dégrader, des problèmes respiratoires graves affectant ses performances. En 1994, elle dut réduire ses spectacles, bien qu'elle fût encore honorée par la victoire de la musique pour l'artiste féminine de l'année. Malgré son succès, elle décida de se retirer de la scène, son dernier concert ayant eu lieu le 26 mars 1994 à Tours, marquant la fin de sa carrière publique. Le dernier album de Barbara, Barbara 96, sorti en 1996, fut salué par la critique mais marqua ses adieux artistiques. Sa santé déclinant, elle se retira de la scène et se réfugia dans sa maison de Précy pour se concentrer sur ses mémoires. Malheureusement, elle ne termina jamais cette œuvre finale, laissant un poignant souvenir de ses dernières années. À ce moment-là, Barbara était de plus en plus dépendante des médicaments pour gérer ses problèmes de santé. Elle avait longtemps souffert d'anxiété sévère et sa dépendance aux stimulants, analgésiques et corticostéroïdes pour gérer ses cordes vocales, qui avaient été une source de problèmes tout au long de sa carrière, avait lourdement affecté son corps. Sa santé continua de se détériorer dans les années précédant sa mort et sa fragilité physique contrastait de manière évidente avec la figure imposante qu'elle avait été. Dans un effort pour trouver un certain soulagement et réconfort dans ces dernières années, Barbara se consacra à l'écriture de ses mémoires, versant les détails d'une vie marquée à la fois par un succès extraordinaire et une souffrance profonde. Dans ses mémoires, Il était un piano noir, Barbara révéla courageusement le traumatisme de l'inceste qu'elle avait enduré étant enfant. Elle réfléchit à la peur, la honte et l'isolement qui marquèrent ses premières années et comment, malgré la douleur, elle survécut et embrassa la vie. Ces confessions offrirent un regard profond sur la femme derrière la figure emblématique de la scène. Les dernières années de Barbara furent passées dans une sorte d'épuisement émotionnel et physique. Elle avait lutté contre la dépression et l'anxiété pendant une grande partie de sa vie,
et les médicaments qu'elle avait pris pour ses problèmes de santé mentale et physique l'avaient sérieusement affaiblie. Malgré ses meilleurs efforts pour rester forte et maintenir sa production artistique, le poids de ses luttes de santé finit par la rattraper. Le 24 novembre 1997, la vie de Barbara prit fin de manière tragique. Elle fut hospitalisée après avoir souffert d'une infection respiratoire soudaine et sévère, qui allait finalement lui coûter la vie. Un jour après son admission, Barbara succomba à des complications liées à une pneumonie, à l'âge de 67 ans. Sa mort fut un coup dévastateur pour le monde de la musique et la culture française. Barbara avait été admirée non seulement pour son talent vocal extraordinaire, mais aussi pour la profondeur émotionnelle qu'elle apportait à sa musique. Sa capacité à canaliser la douleur, l'amour et la vulnérabilité dans chaque chanson fit d'elle l'une des artistes les plus aimées de France. Son décès marqua la fin d'une époque dans la chanson française et sa disparition laissa un vide irremplaçable dans le paysage musical. Les funérailles de Barbara, qui se déroulèrent le 27 novembre 1997 au cimetière de Bagneux, attirèrent une grande foule de fans, d'amis et de collègues. Des milliers de personnes se rassemblèrent pour honorer la femme qui avait façonné la musique française. Elle fut inhumée dans un caveau familial, aux côtés de sa grand-mère, une source de réconfort tout au long de sa vie, rendant un hommage poignant à une femme qui avait transformé sa douleur en art. La vie de Barbara prit fin sans héritier, une ironie tragique compte tenu de ses immenses contributions à la musique. Son héritage vit à travers ses chansons et son influence sur la culture française. 2 ans après sa mort, ses biens personnels furent mis aux enchères, malgré les efforts pour les préserver en vue d'un éventuel musée. Ses mémoires publiées à titre posthume, « Il était un piano noir », révélèrent ses secrets et peurs les plus sombres, offrant un regard intime sur sa vie complexe. Ces révélations ajoutèrent de la profondeur à son héritage, garantissant qu'elle continuerait à toucher les gens dans le monde entier, même après sa disparition. La vie de Barbara, remplie de luttes personnelles et de tragédies profondes, devint finalement la base de sa musique la plus puissante. Sa capacité à transformer la douleur en art ne définit pas seulement sa carrière, mais a aussi créé un héritage durable qui continue de bouleverser les auditeurs jusqu'à aujourd'hui. Pensez-vous que les tragédies de la vie de Barbara étaient des ingrédients essentiels à sa carrière réussie? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'informations sur les vies des figures légendaires.